Bonjour à tous, voilà 2 ans maintenant que cette chaîne existe, 2 ans à défendre l'indéfendable, à attaquer l'inattaquable, 2 ans d'incompréhension aussi pour certains, aussi bien envers moi, mes goûts ou mon raisonnement. Peut-être est-il temps de vous expliquer pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Ça va peut-être vous paraître un peu tardif, mais certains commentaires ou remarques que j'ai lus m'ont toujours laissé assez circonspect quant à la façon qu'ont certaines personnes de juger les films qu'ils regardent. J'ai donc voulu faire cette vidéo pour vous expliquer ma façon de voir les choses, mais aussi tout simplement pour vous parler de cinéma. Le cinéma est un art visuel et narratif. Héritier de la photographie, on a très vite appris qu'il s'accompagnait de codes assez précis. Les premiers films se contentaient en gros de faire du théâtre filmé en studio et muet. La caméra est systématiquement en face d'un décor au format 1.33 et filmé en plan large. Un simple cut, voire comble de l'audace, un fondu, sont les seuls éléments de montage que l'on utilise. Cela n'empêche pas de voir des choses très créatives, notamment lorsque Méliès s'y colle. Et puis on commence à tourner de la fiction en décor réel, par l'évolution de la technique, et les montages s'avèrent plus dynamiques. Une scène ne veut plus dire un plan. On peut couvrir une action sous différents angles et s'approcher des parties intéressantes au moment où on le souhaite. Et puis un jour débarque Kuleshov. Ce cinéaste russe va se livrer à diverses expérimentations pour rechercher ou élaborer un langage cinématographique. En tout cas, c'est ce que rapportera Pudovkin, son élève, car Kuleshov lui-même n'a jamais écrit une seule ligne sur cet effet, et les négatifs originaux ont été perdus. Qu'est-ce que l'effet Kuleshov? C'est simplement l'invention du langage le plus basique du cinéma. Un acteur est filmé face caméra avec un visage neutre, puis 3 propositions. Un bol de soupe, une femme morte et une femme allongée de façon aguicheuse. Pour l'époque. À noter que la description de l'expérience varie selon les sources. Le bonhomme se rend alors compte que, instinctivement, le cerveau humain cherche à créer un lien entre 2 images qui se suivent. Il met en commun les 2 informations, même s'il doit se forcer à le faire. C'est ainsi qu'en précédant chaque élément du même morceau de pellicule montrant l'acteur, le cerveau comprenait 3 choses différentes, que le personnage avait faim, était triste ou avait du désir. Il existe une règle pour chaque aspect du cinéma, la règle des 180 degrés par exemple, qui dit que lors d'un champ contre champ, la caméra ne peut pas être placée au-delà d'une ligne imaginaire. Si elle le fait, les regards ne se croisent plus et l'effet ne marche pas. De même, on place généralement les personnages à 2 endroits opposés. Rappelez-vous, j'en avais parlé dans le champ contre champ sur Eric et Charles dans X-Men. Toutes ces règles sont les bases qu'on apprend en école de cinéma par exemple, et qui définissent des critères d'évaluation objectifs d'une œuvre. Mais le cinéma est un art de casse-couille. Si on évalue les films selon ces règles, il faut savoir qu'on peut donner aussi bien la meilleure note au film qui respecte ces règles, qu'au film qui fait exprès de ne pas les respecter. Some of them can be bent. Others can be broken. Certains cinéastes, comme Julia Leith dans son film Sleeping Beauty, vont volontairement ignorer les nouvelles techniques de montage. Son film est composé d'une série de plans-séquences mis bout à bout, sans aucun changement de point de vue au cours de la scène. La caméra, grosso modo, reste à la même place. Parce qu'une nouvelle technique n'est pas forcément une meilleure technique. Ce n'est pas parce qu'on l'a découvert après que c'est mieux. La question est de savoir si c'est le mieux pour ce film en particulier, pour créer l'effet voulu par la réalisatrice. Ici, un effet irréel, comme un monde séparé d'une autre, éthéré et doux, mais aussi malsain et terne. Exemple de règle pliée cette fois avec J'ai tué ma mère du petit prodige québécois Xavier Dolan. Un film sur un jeune garçon qui a de gros problèmes avec sa maman. Dans cette scène de petit déjeuner, le réalisateur veut montrer que les personnages sont séparés malgré le fait qu'ils soient à 20 cm l'un de l'autre. Dolan décide alors de mettre les personnages en bord cadre en dirigeant leur regard vers ce même bord du cadre, de sorte qu'ils soient séparés et que leurs regards s'ignorent l'un l'autre. En faisant ça, il brise clairement les règles du champ contre champ mais crée un effet immédiatement compris par notre cerveau, que les personnages sont séparés au point que même les règles du cinéma n'arrivent pas à les lier. Et c'est important d'insister sur le côté instinctif de l'effet car cela pose quelque chose d'essentiel pour juger un film. Le cinéma est un art de la manipulation. Sans même que vous vous en rendiez compte, les films exploitent diverses techniques au fonctionnement similaire à celui-ci, dont on sait qu'elles provoquent certains effets. Et le point d'orgue de tout cela, c'est qu'elles ne sont pas toutes destinées à nous faire plaisir. Dans ma vidéo sur Transformers, j'étais revenu sur le choix de Michael Bay de tourner le premier film d'un point de vue d'humain, ce qui impliquait de voir parfois assez peu de robots quand le cadre n'est pas en train de bouger dans tous les sens. À quoi j'ai vu plusieurs personnes commenter « Oui, c'est peut-être voulu, mais c'est quand même moche ou désagréable ». Je pensais avoir été plutôt clair quand j'ai dit que le but recherché était de rendre l'impression au spectateur d'être dépassé par ce qui arrive. Oui, c'est désagréable. Pourquoi pensez-vous que le cinéma ne voudrait vous faire ressentir que des choses agréables? Certains films vont faire exprès de faire des choses qui seraient considérées comme des défauts dans d'autres films. Une œuvre de David Lynch est entièrement basée sur le fait de perdre son spectateur et qu'ils doivent chercher seuls la réponse, voire parfois même la question. Les films du genre torture porn sont construits dans le seul but de donner une expérience désagréable et écœurante, qui me paraît trop simple et peu intéressante, mais tout de même, il a un but. Et parlons de Massacre à la tronçonneuse, qui pendant toute la durée du film n'aura que faire d'avoir un son qui sature. Avec raison,
puisque l'idée est de faire rentrer le spectateur dans la démence et la folie, et cette saturation des sons beaucoup trop forte renforce l'effet. La même technique est utilisée dans le film Silent Hill, où les cris des monstres et de l'héroïne se mêlent lors de la première scène dans la dimension parallèle pour faire ressortir le côté assourdissant. C'est également pour ça que le son de mon nouveau générique sature, pour que dès l'ouverture, je vous indique que je vais poser mes couilles sur la table et que ça va faire le bruit suivant. Le grand public va voir les films en étant persuadé de tout comprendre, ce qui est une erreur fatale. Imaginez-vous être un Français qui croise un Québécois. C'est la même chose quand vous allez au cinéma. Le cinéma, ça ressemble au réel, ça a l'air aussi simple que ce qu'on voit à la télé, mais c'est comme si ce langage cinématographique avait un accent. Il y a des choses que vous allez comprendre instinctivement, alors que si vous y repensez, vous n'arriverez pas trop à comprendre pourquoi ça vous paraît logique. Vous le sentez. Cette ressemblance très proche avec des médias plus simples, comme la télé, fait croire au spectateur grand public qu'il est impossible qu'un élément du film lui échappe, et que s'il sort de la salle déçu, c'est forcément que le film était une immonde merde. Au-delà des difficultés à être conscient de tous les codes du cinéma, il y a les défauts d'attention et de compréhension. Un dialogue mal compris, un élément jugé inintéressant et oublié aussi sec alors qu'il se trouve être central, un concept avec lequel vous n'êtes pas familier, vous avez des tas de raisons de passer à côté d'un élément du film. De fait, une tripotée de spectateurs s'étant basés sur leur ressenti personnel et n'ayant pas compris le film, arrivent sur internet et confortent tout un tas de gens dans leurs propres sentiments et se basent sur quelques points pour affirmer qu'un film est une immonde daube. Mais justement, c'est pas parce que ça vous a plu ou pas plu que le film est bon ou mauvais. Ça ne peut être déterminé que vis-à-vis des codes mêmes du langage cinématographique. Ces gens confondent en fait le bon, qui est quantifiable, et le beau, qui est purement émotionnel et personnel à chacun. C'est justement ce que j'essaie de ne pas faire, en étant systématiquement conscient de mes a priori de base, et en essayant de juger le film selon ses propres codes. Le problème que ça révèle, c'est la façon de juger un film. On peut dire que grosso modo, il y a deux façons de le faire. Par l'analyse d'éléments de cinéma concrets, ou par votre ressenti personnel. Et le problème de cette dernière option, c'est qu'elle n'a rien à voir avec la qualité du film. Un film, c'est une expérience profondément personnelle. Quand on voit à quel point les visions des gens divergent sur un film, comment peut-on rester bêtement campé sur ses positions ? Je ne parle pas de revenir sur son avis personnel, je parle simplement d'accepter le fait qu'il soit personnel. Et pourquoi ? Parce qu'un film est une œuvre personnelle. Un film pourrait être défini comme le résultat de la vision d'un script par un réalisateur. À chacun de ses choix, conscients ou non, le réalisateur inscrit dans le film sa vision du monde, sa personnalité et ses idées. Et si déjà vous n'aimez pas son idée, peu importe la qualité du film, vous allez le détester. Ce avec quoi le grand public a souvent du mal, c'est que ce n'est pas son rôle de déterminer si le film avait raison ou non de faire ses choix. Son rôle, c'est de les recevoir et de dire s'ils lui ont plu ou non. Pour savoir si c'était un bon ou un mauvais choix, il faut déterminer si c'était volontaire et si ça a été réussi. La critique professionnelle analyse généralement un film selon la première méthode, l'application des codes avec une nuance subtile. Nous avons vu qu'ils sont transmis par les écoles de cinéma, tout comme il y a des beaux-arts pour apprendre les techniques de base des arts plastiques. Mais les critiques sont comme tout le monde, ils ont des goûts personnels. La plupart s'enferment dans le cinéma qui leur parle, principalement le cinéma d'auteur ou le cinéma de divertissement, et vont systématiquement rejeter le cinéma du style inverse, au motif qu'ils n'utilisent pas les mêmes codes. Un critique qui accuse Luc Besson de faire un film vide souffre en fait d'être totalement réfractaire à une mise en scène visuelle, esthétisée, et veut juger un cinéaste du look avec les critères d'un auteur. Ce qui revient à essayer de traduire du coréen avec un dictionnaire français-japonais. Il sera tellement rare et absurde de trouver quelque chose qui correspond qu'il va juste s'énerver sur sa traduction, et au final, ne rien comprendre. Car dans le même temps, sa lecture du film n'aura tellement pas de rapport avec ce que le réalisateur essaye de montrer qu'il ne le verra jamais. Au mieux, il l'apercevra comme un bruit de fond, au pire, il passera complètement à côté, n'y voyant que du vide. Pour appliquer cet exemple au grand public, beaucoup essayent de juger Pacific Rim selon des critères réalistes et cohérents et déplorent la personnalité assez cliché des personnages. Mais le film n'a jamais essayé d'être réaliste, tout le contraire même, et étant pensé comme un hommage au film et animé sur les monstres japonais, il est évident qu'il en reprend les traits de caractère les plus vus. Les effets spéciaux sont stylisés, l'image inhabituelle puisque destinée à filmer des colosses qui déjà sont une aberration scientifique. Pourquoi chercher du réel là-dedans ? Pourquoi reprocher des similitudes dans un film qui fait justement des références ? Et surtout, pourquoi cantonner le cinéma à filmer du réel et du crédible ? Le cinéma ne filme pas le réel et n'a jamais filmé le réel. Le cinéma donne l'impression de filmer le réel. Mais un angle de vue, le choix de mettre un cut à certains moments ou de laisser durer le plan, le choix d'un angle, ne sont qu'une représentation du réel selon un certain point de vue. Pas le réel. La question n'est pas de conformer tous les films à la même grille de lecture. Certains films font justement exprès de jouer sur l'irréel. Prenez la filmographie de Terry Gilliam. Les comportements des personnages, l'environnement, tout est absurde. Mais c'est ce qui en fait des œuvres marquantes. Certains films vont même jouer sur différents niveaux de réalisme et créer leur propre cohérence. Prenez Wrong de Quentin Dupieux. Dans ce film,
Il pleut à l'intérieur des bâtiments et jamais à l'extérieur. Incohérent. Mais la patronne du héros a des serviettes à disposition des employés pour qu'ils se sèchent quand ils entrent dans son bureau. Cohérence. Spécifique au film, absurde, mais cohérence. Et dans Inglourious Basterds de Tarantino, si le film est crédible, ça, c'est une contre-vérité historique majeure. Mais bordel, le cinéma ça sert aussi à profiter, non? Et ça s'applique beaucoup à mon genre de prédilection, la science-fiction. L'idée d'un film de science-fiction est de proposer un univers qui de toute façon n'est pas notre réalité et permettrait de pousser plus loin certaines questions sur l'humanité. Ou juste de s'amuser d'ailleurs. Pour ce faire, le récit aura souvent recours à un univers régi par ses propres règles. Exemple récent, Upside Down, de Juan Solanas. Bien sûr, le concept de base est complètement fantasque. À l'heure actuelle, nous n'avons vu nulle part dans l'univers deux planètes partager exactement la même rotation, la même atmosphère et les règles qui régissent cet univers. Mais dans ces conditions, le réalisateur peut illustrer la notion de lutte des classes visuellement, symboliquement, et offrir de belles images. Le problème alors est de respecter sa propre cohérence, ce que Juan Solanas n'arrive pas à faire, ce qui rend le tout bancal. Pour un meilleur exemple, je citerai l'ouverture d'Alien. Après l'utilisation très basique mais efficace d'un texte, le film met en place l'univers du film. Voilà mon monde, un monde où on envoie des camionneurs dans l'espace chercher des minerais sur des planètes éloignées de plusieurs années-lumière, mais que nos héros peuvent atteindre en quelques mois parce qu'on les en donne une partie du trajet et ta gueule, c'est de la SF. Parce que oui, les genres aussi ont leur code, ce qui en amène certains à faire des rapprochements douteux et à lancer rapidement des accusations de plagiat sans vraiment réfléchir. Par exemple, les adaptations de romans jeunesse et adolescents ont amené à des accusations surprenantes. On a dit que Hunger Games était la même chose que Twilight à sa sortie, au motif qu'il y avait un triangle amoureux et une héroïne. Sauf que ni le triangle amoureux, ni l'héroïne adolescente ne sont propres à la littérature jeunesse. En revanche, les ados ayant des hormones en feu, il n'est pas rare que leur cœur hésite entre plusieurs personnes. Et donc, on inclut souvent ce sous-scénario à l'histoire. Twilight est basé là-dessus, ce qui en fait un film complètement différent. De même, on a souvent fait le rapprochement entre Hunger Games et Divergent, parce qu'on a deux très jeunes femmes fortes qui se battent contre un pouvoir en place. Ni les jeunes femmes fortes, ni se battre contre un pouvoir en place ne sont spécifiques à la littérature jeunesse, et nombreux sont ceux qui ont dit que Divergent était Hunger Games sans les Hunger Games. Bah ça fait quand même une sacrée différence de pas avoir le même élément scénaristique central, non? Enfin, on reproche souvent des œuvres pour leur similitude visuelle. Par exemple, beaucoup ont accusé Oblivion d'avoir pompé tous les designs à Portal, un jeu vidéo d'action-réflexion. Pourquoi? Parce que les deux designs sont blancs avec des formes rondes. D'une part, c'est un code visuel. Cette esthétique du blanc immaculé et des formes rondes existait déjà quand George Lucas faisait THX 1138, et c'est ce même visuel qu'on a taxé d'esthétique Apple lorsque les nouveaux Star Trek sont sortis. D'autre part, si on ne peut ignorer la possibilité d'un hommage, il faut simplement savoir que c'est comme ça que ça fonctionne au cinéma. La première mission d'un réalisateur lorsqu'il arrive sur un film, c'est de transmettre sa vision aux équipes techniques et artistiques. Il va le faire grâce à des notes d'intention, mais aussi grâce à d'autres œuvres. Il va par exemple citer la lumière de quelques autres films pour dire qu'il veut la même dans le sien. Il va se baser en fait sur un élément concret et objectif pour expliciter sa vision. Alors bien sûr, toute la question est, à partir de quel moment la référence s'éloigne suffisamment pour ne pas aller jusqu'au plagiat? Eh bien, c'est une question de mesure. Outre l'hommage pur et dur, qui doit être assumé à 100% et identifiable, on va dire que globalement, quand on va voir plusieurs références à la même œuvre essentielle pour le script, on a clairement un abus. D'où ma colère contre Equilibrium par exemple, qui reprend la totalité de l'esthétique de Matrix, costumes, plans, chorégraphie, thème de l'élu, et ici, l'incohérence du film envers lui-même achève de prouver la copie parce que ça montre qu'en gros, ils n'ont même pas compris ce qu'ils copiaient, que ça vienne de Matrix ou des œuvres littéraires copiées. Et attention à ne pas confondre les principes de base d'une histoire avec du plagiat. Il y a des éléments qui peuvent se faire écho, non pas parce qu'un film copie l'autre, mais parce qu'ils utilisent un symbole du genre. Prenons un exemple préventif sur un film qui n'est pas encore sorti à l'heure où j'écris ces lignes. Automata. Il s'agit d'un nouveau film qui traite de l'intelligence artificielle, avec la particularité que cette intelligence soit répandue dans plusieurs robots. Immédiatement, les gens vont hurler à la copie de iRobot. Et bien qu'ils aient rarement eu aussi raison, ils ont également rarement eu aussi tort. iRobot est une adaptation très libre du cycle des robots écrit par Isaac Asimov, l'un des plus grands auteurs de science-fiction. Et s'il mérite ce titre, c'est que non seulement il a aidé à vulgariser pour le grand public de nombreux concepts scientifiques, nouveaux à son époque, mais qu'il a en plus contribué à le faire dans ses livres, véritables œuvres d'anticipation, où il s'est posé scientifiquement et très sérieusement les questions et dilemmes des sujets qu'il traite, essayant d'envisager les solutions. Dans son cycle des robots, il a alors conçu les lois de la robotique, une série de règles qui ont pour but d'empêcher les machines que l'on construirait de se retourner contre nous. Et le mec a tellement bien réfléchi à la question que oui, ces règles sont devenues des bases presque obligatoires pour tout auteur qui souhaite traiter la question de l'humanité. Il y a ainsi des principes qui reviennent presque obligatoirement dans les histoires qui traitent du même sujet, et qui n'est donc pas du plagiat.
Automata n'utilise d'ailleurs que 2 des règles. Et ce que l'œuvre d'Asimov prouve, c'est que même avec les règles les plus strictes, les robots trouvent un moyen d'évoluer. Ça dénonce la suffisance de l'homme qui crée la vie, et se croit en plus capable de la contrôler. D'ailleurs, foncièrement, il n'y a pas 36 façons de traiter le sujet. On a la vision positive ou la vision négative. L'entre-deux n'existe pas vraiment si on pousse la question à bout. Il faut éviter aussi de chercher la nouveauté à tout prix, car à force d'aller chercher quelque chose de différent pour ne pas reproduire ce qu'on a déjà vu, on va finir par tomber sur des trucs complètement incohérents. The answer to the ultimate question is 42. Ce qui va changer, c'est le parcours, ce que traverse le personnage. Les films d'aujourd'hui ne sont qu'un traitement différent d'une histoire déjà racontée avec un nouveau point de vue.